l'instruction civique et de la formation professionnelle, Madame Camélia Ntoutoum Leclerc. Ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Monsieur Ulrich Monfoumi. Ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, Monsieur François Ndongoubien. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora, Monsieur Régis Onanga Ndiaye. Ministre de la Défense nationale, Madame Brigitte Onkanoa. Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Monsieur Herman Imongwe. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Monsieur Séraphin Akouré Dara. Ministre de l'accès universel à l'eau et à l'énergie, Monsieur Philippe Tonangoy. Ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Paul-Marie Gondjou. Ministre des Eaux et Forêts, chargé du conflit homme-faune, Monsieur Maurice Ntosui Alogo. Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Monsieur Max Mouissi. Ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, porte-parole du gouvernement, Madame Laurence Mengue-Mézoré, épouse Ndon. Ministre des Mines et des Ressources géologiques, Monsieur Gilles Némé. Ministre du Pétrole et du Gaz, Monsieur Sosted Nguema Nguema. Ministre de la Santé, Professeur Adrien Mougougou. Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Monsieur Ludovic Meunier. Ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, Monsieur Pascal Ogoué Siphon. Ministre de la Planification et de la Prospective, Madame Louise Mvono. Ministre des Affaires sociales et de l'Inclusion, Madame Nadine Awanang, épouse Anadou. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Simplice Désiré Mamboula. Ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités, Professeur Marcel Ibiga, épouse Itissa. Ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social, Monsieur Patrick Barbera Isaac. Ministre de l'Industrie et de la Transformation locale, Maître Lubin Ntoutoum. Ministre des Travaux publics et de la Construction, Monsieur Edgar Moukoumi. Ministre de l'Économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation, Monsieur Marc-Alexandre Goumba. Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce
de l'enfance, Madame Élodie Diane Foué-Foué, épouse Sanjo. Ministre de la Jeunesse, des Sports, du rayonnement culturel et des Arts, chargé de la vie associative, Dr Armande Longo, épouse Mouléni. Je vous remercie. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. The fifth luminous mystery of Nous the sommes Eucharist, the Paschal mystery. le 5 mai The Eucharist is the source and summit 2025 et j'ai l'honneur de prendre la parole de là où je suis. Vous m'excuserez, hein, je ne suis pas en Europe. Il fait chaud comme vous le voyez, je suis dans un pays, je suis en Afrique de l'Ouest en ce moment et donc j'ai l'honneur de prendre la parole ce 5 mai pour réagir parmi les premiers acteurs politiques du Gabon, pour réagir donc à la nomination non seulement des vice-présidents de la République gabonaise suite à la constitution unique qui a donné une présidentielle unique. Nous assistons maintenant à la nomination de 2 vice-présidents unique au Gabon et d'un gouvernement de l'iniquité. Nous sommes le 5 mai et je viens réagir très modestement à la nomination de ce gouvernement. Je vais réagir sur 3 niveaux. Le premier niveau sera bien entendu politique. Le deuxième niveau sera intellectuel. Et puis le troisième niveau, comme vous le savez, sera spirituel. Et ce sera donc la réaction d'Imhotep Ben Moubamba. Vous excuserez un peu le niveau de luminosité, je n'ai pas mis de cravate, ce n'est pas un manque de respect, c'est tout simplement dû aux conditions dans lesquelles je suis en ce moment, au cœur de l'Afrique profonde, dans les réalités qui sont les miennes au moment où je vous parle. Mes chers compatriotes, qu'il me soit permis maintenant de réagir sur un plan politique, d'abord à, bien sûr, la prestation de serment du président légal, on va dire, du Gabon, puisqu'il y a une loi fondamentale qui a été adoptée, une constitution qui est discutable, qui est mauvaise, mais qui, pour le moment, est le texte fondamental de notre pays et donc qui est légal. Puisque la légalité n'est pas forcément égale à la légitimité, puisque la légitimité est morale, elle est éthique, mais même dans un régime dictatorial, à partir du moment où il y a une loi, il y a une loi. Pour la défaire, il faut une autre loi, parce que seule la loi s'oppose à la loi. Donc, nous partons du principe que sur la base d'une constitution unique, qui a été donc choisie dans des conditions uniques, qu'on a appelé le dialogue, ou le faux dialogue, ou le monologue dans Ngondje, nous sommes donc dans le cadre d'un texte fondamental unique qui a donné lieu à une présidentielle unique, à une prestation de serment unique, c'est-à-dire diabolique, c'est ça que ça veut dire. L'iniquité, ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité dans la Bible, c'est ce mystère qui veut que Dieu permet au diable de s'exprimer. Dieu donne une marge de manœuvre au diable. Alors même qu'il est supposé être bon, Dieu laisse le mal agir parce que ça fait partie aussi de son plan. Et c'est mystérieux, c'est pour ça qu'on appelle ça le mystère de l'iniquité.
Si on ne vous le dit pas à l'église catholique ou dans vos églises éveillées protestantes, je vous le dis. Le mystère de l'iniquité est un mystère dont a parlé Paul et sur lequel tout croyant est totalement perdu quand il voit le mal s'exprimer dans une réalité que Dieu a créée, un Dieu qui est bon et laisse agir le mal. Un peu comme quand, dans une eau profonde et belle et potable, on voit se glisser un serpent, un python nageur, ou bien un cobra aquatique, venimeux, qui glisse dans les eaux de l'Angounier, ou dans les eaux de l'Ogooué, ou dans les rivières claires, dans les lacs bleus, et on voit se glisser à l'intérieur de cette beauté qu'est l'eau, puisque tout a commencé dans l'eau, et bizarrement, cette eau qui nous subjugue, qui est le symbole de l'éternité, et on voit parfois à l'intérieur des eaux claires, comme a chanté le chanteur Pierre Claver à Kénégué, j'aime beaucoup une de ses chansons qui a pour titre « Eau claire ». Eau claire, machin, machin. Alors, au milieu de cette eau, surgit le mal, sous la forme d'un gros serpent, d'un serpent venimeux, ou d'un caïman ou d'un crocodile. Alors ça nous plonge dans des états d'âme un peu bizarres. Comment se fait-il que on puisse avoir un monstre à l'intérieur de l'eau claire que nous buvons? Donc c'est ça le mystère de l'iniquité. Et au Gabon, nous sommes dans le mystère de l'iniquité. Nous sommes dans le mystère de l'iniquité. Comment se fait-il que dans un espace comme le Gabon, qui est le symbole d'un paradis sur terre, le mal puisse s'exercer avec une si grande force et que Dieu laisse faire? Cela nous laisse perplexes devant ce mystère de l'iniquité. Cette iniquité, elle a trois formes. Elle a une forme politique, elle a une forme intellectuelle et elle a une forme spirituelle. En ce qui concerne la forme politique du mystère de l'iniquité, du mystère du mal au Gabon, retenons d'abord ceci. Comment se fait-il que dans un pays comme le Gabon, où on nous a dit qu'on venait restaurer les institutions, qu'on venait tourner la page du Gabon d'avant, avec tout le mal qui s'est exercé pendant des années, comment se fait-il qu'on ait encore des acteurs qui apparaissent au Gabon, après 19 mois de transition, qui apparaissent pour diriger l'État gabonais, alors même qu'ils sont les représentants du mal qui a frappé le Gabon. Vous avez vu la nomination des deux vice-présidents, un vice-président de la République et un vice-président en charge du gouvernement, dans les personnes de Séraphin Moudunga, qui est mon propre cousin du côté paternel à Mouabi, et Barreau Chambrier, qui fut un des acteurs fondamentaux de l'élection de 2023, avec alternance 2023, le fils de Chambrier, un grand acteur de l'histoire moderne du Gabon, et qui sont tous les deux des représentants de l'ordre ancien d'une manière ou d'une autre. Comment se fait-il que, alors même qu'on nous a parlé de la restauration des institutions, on vient en fait restaurer le monde d'avant, l'ordre ancien? Comment cette iniquité est-elle possible? Comment se fait-il qu'un gouvernement puisse être nommé et, à quelques exceptions près, il ne reflète finalement que ce que les populations ne voulaient plus voir. Des populations dont on dit qu'elles se sont mobilisées à plus de 94% derrière le chef du nouveau pouvoir. J'ai parlé de monsieur, puisque maintenant ce n'est plus un général, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a donc là un mystère qu'il faut expliquer au peuple gabonais. Pourquoi est-ce une iniquité?
pourquoi est-ce une activité diabolique finalement ce qui se passe au Gabon? Prenons le simple cas des institutions. Les institutions, je ne sais pas si je suis en direct ou je ne suis pas en direct. J'ai du mal à le comprendre, à le savoir. Je ne sais pas si quelques-uns peuvent me confirmer. Je n'ai pas de message de retour. Voyons, vérifions un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que Ben Moubamba est-il en direct ou n'est-il pas en direct? On ne sait jamais parce que dans un Gabon libéré, c'est presque interdit de parler. C'est très étrange. C'est très étrange. On n'a pas le droit de parler, d'exercer la liberté d'expression, alors que Oligui Nguema nous a libérés. Il nous a libérés, mais on n'a toujours pas le droit de parler. On se fait même menacer à la télévision parce que la parole est un péché. Alors, la parole n'est pas un péché. Je vois que je suis bien connecté. Alors, oui, mes chers compatriotes, la nomination des vice-présidents et la nomination d'un nouveau gouvernement, il faut reconnaître honnêtement que ce n'est pas une mauvaise chose, puisqu'il faut bien essayer de stabiliser la situation. Mais c'est l'expression d'une iniquité diabolique, parce que ce nouveau pouvoir est basé sur un mensonge politique. Ce mensonge politique, c'est quoi? Nous sommes venus le 30 août restaurer les institutions. Qu'à cela ne tienne, vous avez eu 19 mois, mais qu'avez-vous fait sur un plan institutionnel et politique? Alors, le faux, il est inscrit sur la nature des institutions qui sont maintenant en place. Parce que, qu'est-ce qu'on reprochait avant? On disait, oui, le Gabon était, depuis Léon Mba, on a accusé Léon Mba d'être un dictateur, de concentrer tous les pouvoirs. On a accusé Albert Bernard Bongo, devenu Omar Bongo, d'être un despote, de concentrer tous les pouvoirs sur lui, derrière son parti démocratique gabonais. Et puis est venu Ali Bongo, on a dit, oh là là, celui-là, vraiment, c'est le despote parmi les despotes. On a fait une réforme de la Constitution en 2010, et puis en 2017, on lui a donné tous les pouvoirs. Et donc, on supposait que lorsque le CETERI et le général Oligui Nguema arrive le 30 août 2023 pour restaurer les institutions, on devait savoir si le Gabon était un régime parlementaire, c'est-à-dire un régime qui s'appuie sur la séparation des pouvoirs et un pouvoir représentatif des localités du Gabon avec ces 9 provinces, ces cantons, ces assemblées départementales. Est-ce qu'on allait aller vers une forte décentralisation, c'est-à-dire une responsabilité accordée aux provinces, aux départements, aux cantons, aux villages, au regroupement de villages, avec la responsabilisation du Gabonais en tant que citoyen? C'est ce qu'on attendait dans un régime, par exemple, qui aurait pu être parlementaire, avec une responsabilité du citoyen où le management du pays s'appuierait non pas sur un despote, un mâle dominant au-dessus de la pyramide et qui écrase tout le monde, et ce serait donc une pyramide inversée où on allait responsabiliser les Gabonaises et les Gabonais qui n'ont pas encore le sens de la chose publique, qui repose d'abord sur soi-même, dans l'intérêt de tout le monde, ou alors la chose qui repose sur tout le monde, dans l'intérêt de chacun. Parce que un pays qui marche bien, c'est un pays où chacun se sent responsable de tout le monde et où tout le monde se sent responsable de chacun, et ça passe par 2 moyens. La décentralisation du pays, donc la responsabilité des assemblées départementales, des communes, des villes, des villages, des regroupements, des cantons. Les gens ne sont plus des choses qui suivent juste comme des mendiants, le grand frère, le yaya X ou le yaya Y, mais chacun se sent responsable de la chose publique et toute la communauté aussi se sent responsable de ce qui arrive à une seule personne. Si c'est un enfant Rinaldi, il se sent responsable de cet enfant qu'on doit ni enlever, ni tuer, ni manger, ni dévorer, tout le monde, comme les abeilles,
Parce qu'un pays qui fonctionne bien a la même fréquence. C'est la même fréquence, un peu comme chez les abeilles. Quand vous arrivez devant une ruche d'abeilles, si vous attaquez une seule abeille, toutes les abeilles vont la défendre. Et chaque abeille se sent aussi membre d'une ruche. La nature nous parle et nous enseigne, mais nous ne retenons que le côté mauvais de la nature, l'agressivité, les panthères qu'on a vues au stade de la nation lors de la prise de fonction du nouveau président. Voilà ce que nous retenons, mais nous ne voyons pas les modèles positifs que la nature nous montre. Par exemple, le monde des abeilles, la solidarité fréquentielle qu'il y a entre les abeilles, les emmène à se sentir responsables de la plus petite abeille. Et la plus petite abeille se sent responsable de la ruche, c'est-à-dire de la globalité, de la communauté globale. Pourquoi doit-on finalement rejeter ce mensonge, cette iniquité politique qu'est cette prestation de serment, mais également la nomination des deux vice-présidents, l'un vice-président plein et l'autre vice-président en charge du gouvernement, plus un gouvernement des mêmes, de l'éternel retour, afin que rien ne change, que tout recommence comme avant, l'enrichissement, la corruption, les coquins et les copains, et voilà, tout recommence comme avant. Donc, premièrement, on aurait pu s'attendre dans un régime qui veut réformer les institutions, comme ils se sont appelés eux-mêmes à l'époque, le CETERI. On pouvait donc s'attendre soit à une réforme du régime politique du pays sous une apparence technique parlementaire avec une forte décentralisation de l'État, ou alors, et également, peut-être aussi ce qu'on appelle la déconcentration des services de l'État. Que la gestion de l'État ne puisse plus être concentrée seulement à Libreville, qui n'est pas une vraie capitale, mais que de nombreux services de l'État soient déconcentrés sur l'ensemble du territoire, mais également, je l'ai dit, décentralisation de l'État avec la responsabilité des Gabonaises et des Gabonais et des personnes qui sont chargées d'empêcher l'effondrement de l'État sur toute l'étendue du territoire. Ça n'a pas été fait. Les parlementaires ont été nommés, et les parlementaires à venir, ils seront nommés d'une manière ou d'une autre. Ça va encore donner du 100% pour les amis de Leni Nguema. Mais alors, si vous êtes contre le régime parlementaire, et vous voulez faire un régime présidentiel, comme ça a été fait, où le président est finalement un très super haut fonctionnaire, et si vous voulez faire le régime présidentiel comme ça a été fait, mais très mal, alors vous devez satisfaire à plusieurs conditions. Rien ne vous empêche de faire un régime présidentiel, mais pas une dictature. Parce que lorsque vous faites un pouvoir présidentiel, qu'est-ce que vous devez faire pour qu'il soit crédible, si vous voulez vraiment faire une vraie restauration? Bien sûr, dans ce cas, le président est fort, il est finalement en ticket avec un vice-président, donc les vice-présidents, le ou les vice-présidents auraient dû se présenter en ticket lors de l'élection présidentielle. Voilà déjà un régime présidentiel, de telle sorte que s'il arrive un pépin au président en fonction, son vice-président puisse lui succéder sur la base d'une simple prestation de serment. Et on a pour modèle le système américain, qui est très bien constitué, qui s'inspire de la Constitution romaine. Et la Constitution romaine, c'est une stricte séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de mélange de genres dans la Constitution romaine et donc dans la Constitution américaine, parce que la meilleure constitution césarienne, c'est-à-dire présidentielle, c'est la Constitution de Rome. Celle qui a fait de cette ville de Rome la base de l'empire ou de la superpuissance romaine. Ils ont respecté la stricte séparation des pouvoirs, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs entre le dirigeant, qu'on appelle le César ou le président. Il a ses pouvoirs militaires de lien
entre la puissance ou la civilisation romaine, il est le lien, il est le ciment, mais à lui tout seul, il n'est pas un dieu. Il ne dirige pas tout. Parce que le premier pouvoir dans la constitution romaine, et donc la constitution présidentialiste, c'est bien sûr, ce n'est même pas le premier pouvoir, c'est le pouvoir central, c'est le président, c'est le César. Il représente le président de la République aujourd'hui. Mais il ne décide pas de tout parce qu'il a un autre pouvoir qui le contrôle, parce que on ne peut pas donner tout le pouvoir à une seule personne. Le deuxième pouvoir, il y a un pouvoir qui le contrôle, devant lequel il prête d'ailleurs serment, c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir des juges qui ont la possibilité de le bloquer ou de bloquer les lois qu'il propose pour que justement il ne devienne pas un dictateur. Même Donald Trump, qui a été élu à une majorité inhabituelle aux États-Unis, n'a pas le pouvoir de prendre des lois et de les imposer à tous. Si c'est contraire aux États-Unis d'Amérique, il sera bloqué. Il peut juste signer des décrets, mais des décrets qui peuvent être bloqués par le pouvoir judiciaire, afin d'éviter que les États-Unis, le régime présidentiel américain, ne devienne un régime despotique. Donc, à part le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir du peuple représenté par les élus. Et les élus, il y a donc la chambre haute qu'on appelle le Sénat américain, devant lequel tous les membres du gouvernement, tous les postes stratégiques pour éviter les copains et les coquins, vous l'avez vu dans l'élection américaine, avant que Kennedy Jr. ou même le directeur du FBI ou le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères ne prennent leurs fonctions, ils doivent d'abord être validés par un vote du Sénat. Donc la chambre haute du pouvoir présidentiel américain. Ce n'est pas Trump qui dit, il se lève un matin et dit « Je suis le président, on m'a élu, vous êtes mes esclaves, la main qui demande est en bas, la main qui donne est en haut, écrasez-vous, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. » Donc déjà, là, on voit déjà dans le cas du Gabon qu'on en est loin. On fait un régime présidentiel où le chef de l'État, il est en même temps le président de la République, il est en même temps le chef du pouvoir judiciaire. Dans les faits, c'est ça. Il nomme pas mal de membres de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui. Il ne peut pas être bloqué par le pouvoir judiciaire. Et de plus, on l'a vu dans le Sénat, dans le Parlement de la transition, c'est lui qui décide de tout. Les parlementaires, qui représentent le peuple, n'ont pas leur mot à dire. Ils n'ont pas leur mot à dire. Et vous parlez de restauration des institutions. Ce n'est pas sérieux, ce qui a été fait au Gabon. Mais comme les gens ne sont au courant de rien, comme on est dans les émotions, comme on est dans la conscience magique, tout le temps dans les délires mystiques uniquement, on ne réfléchit pas à l'organisation de notre pays qui aurait pu être un modèle. Et on dit que, oui, Macron a raison quand il dit, voilà au Gabon un modèle de transition qui fera date, qu'on devrait apprendre dans toutes les écoles de sciences politiques du monde. Mes chers compatriotes, le problème de la restauration des institutions au Gabon n'a pas été réglé après 19 mois de transition. Pour la simple raison que nous n'avons pas fait de notre régime politique un régime parlementaire sérieux, basé sur la décentralisation de l'État et basé sur la déconcentration des services de l'État. On a fait un régime parlementaire pour fabriquer un super dictateur. Parce que si on avait voulu éviter un super dictateur, on aurait mis en place les mécanismes politiques qui permettent, comme dans la constitution romaine, que le pouvoir, comme le ballon, j'ai vu que le nouveau président aime le ballon, il aime shooter dans le ballon. Le pouvoir, c'est comme le ballon. Dans un régime présidentiel crédible, on dit la balle au centre. La balle au centre dans un triangle. La balle est au centre, le pouvoir est au centre. D'un côté, il est exercé par le président, donc le César, mais d'un autre côté, il est exercé par, j'ai dit
la chambre haute du Parlement et la chambre basse, qu'on appelle la chambre des députés. La chambre des représentants, plus exactement, aux États-Unis. Donc, la chambre des députés, ou la chambre basse et la chambre haute, peuvent destituer le président, si jamais il viole la Constitution. On n'en est pas là au Gabon. Donc, on n'a pas fait de vraie restauration des institutions. On a fait un habillage pour enfumer les gens. Parce qu'on sait que les gens ne savent pas. Et les intelligents ont été mis de côté, on a mis en avant ceux qui avaient juste des intérêts matériels à défendre, et les intelligents ont été écartés pour que les vraies questions ne soient pas posées. Je vous ai dit donc que c'est là-bas le centre, le pouvoir présidentiel, qui se respecte. S'il ne veut pas être une dictature, on met là-bas le centre entre le César président, les parlementaires, que ce sont les sénateurs et les représentants députés, et le troisième point du triangle, c'est le pouvoir judiciaire qui est indépendant, qui est strictement indépendant, même si certains juges sont nommés par le président, ils ne sont pas là pour défendre le président, ils sont là pour défendre la Constitution. Aujourd'hui, pourquoi on dit que toutes les nominations qui sont faites au Gabon en ce moment, elles sont iniques? Elles sont iniques parce qu'elles sont mensongères, parce qu'elles n'ont pas participé de la réforme des institutions. Les réformes qui ont eu lieu au Gabon sont des réformettes, c'est du mensonge. C'est juste pour permettre à un homme de devenir un nouveau despote. Vous pouvez lire la Constitution, je ne vais pas la citer, elle n'est pas valable, elle n'est pas inique, mais elle est juste légale parce qu'il faut bien qu'un pays ait un texte fondamental qui organise les choses. Donc, oui, la légalité veut qu'il y ait un président, mais nous sommes encore loin de cet essor vers la félicité dont parle l'hymne national du Gabon. Mes chers compatriotes, je parle là donc du point de vue politique, de l'échec de la transition sur un plan politique et de la naissance d'une nouvelle dictature, d'un nouveau despotisme basé sur la conservation de tous les pouvoirs, entre les mains d'un seul homme. Et c'est bien pour cela qu'Oligui Nguema, lors de son serment constitutionnel, s'est trompé. Au lieu d'utiliser le verbe consacrer, il a eu un lapsus révélateur. Le lapsus, c'est quand on dit quelque chose qu'on pense et qu'on ne veut pas que les gens sachent, mais ça sort quand même. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a parlé du verbe conserver, lorsqu'il a utilisé le verbe conserver au lieu du verbe consacrer. Ce qui rend en principe son serment constitutionnel nul et de nul effet. Normalement, il doit reprendre son serment constitutionnel, même en secret, devant les juges de sa cour constitutionnelle. Rien ne l'en empêche. Parce que là, il n'a pas prêté serment, parce que quand on prête serment, on n'a pas le droit de se tromper. Moi, je respecte la légalité. Je suis très mal à l'aise vis-à-vis de cette constitution, mais c'est le seul texte fondamental légal que nous avons. Oligui Nguema doit reprendre son serment constitutionnel devant les juges en aparté dans le secret. Parce que ce qu'il a fait devant tout le monde est nul et de nul effet. Il a parlé de conserver parce qu'il veut conserver tous les pouvoirs entre ses mains au lieu d'évoquer le verbe consacrer par sa propre constitution. Donc tout ce qui se passe est légitimement nul et de nul effet, et c'est même douteux sur le plan légal parce que pour que ce soit légal, il faudrait que son serment constitutionnel soit déjà juste. Je ne vais même pas revenir sur les nominations, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes coquins, les copains. Et ce qui est dangereux, c'est que on a violé, dans ce qui a été fait au Gabon, les principes même d'un vrai pouvoir présidentiel, où le président ne fait pas ce qu'il veut. La balle doit être toujours au centre entre le pouvoir d'un seul, le pouvoir représentatif du peuple, qui est donc la
Constitution nous donne au peuple la possibilité de se faire représenter par des députés et des sénateurs. À partir de là, il faut vraiment que les gens se sentent réellement représentés par des personnes qui ont un réel pouvoir, mais qui n'obéissent pas au doigt et à l'œil à une seule personne. Quant aux juges, on ne peut pas dire qu'on va faire respecter la justice si les juges n'ont pas une véritable indépendance. Et ce n'est pas le cas, parce que le président est en même temps dans cette constitution, dans cette façon de faire, il est en même temps président de la République, il est chef du gouvernement, il est chef du pouvoir judiciaire, il sera aussi le chef du pouvoir législatif, chef des parlementaires, et il s'imposera comme un dieu à travers le culte de la personnalité à la population. Ce n'est pas ce sur quoi vous vous êtes entendu pour faire le coup d'État du 30 août 2023. Le vrai pouvoir présidentiel, il circule toujours entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir présidentiel. Si le pouvoir législatif ne fait plus l'affaire, on retourne au vote. Si les juges ne font pas l'affaire, on les change à la fin de leur mandat. On les renouvelle correctement. Et si le président devient un despote, avec des tentatives de se présenter en empereur, alors là, il faut le renvoyer aux élections. Cet équilibre des pouvoirs, cette séparation des pouvoirs n'existe plus au Gabon, c'est le pouvoir d'un seul, et c'est pour ça que la réforme des institutions au Gabon est une aventure unique qui est déjà un échec. Les seuls qui sont heureux et contents de ça, ce sont les personnes qui ne cherchent qu'à être nommées, qu'à s'enrichir, qu'à avoir leur part du silure, leur part du gâteau. On leur souhaite une très bonne chance, mais ce n'est pas encore ça. Je suis au regret de le dire. Quelqu'un doit en parler, et c'est à moi de le faire, puisque les gens n'osent plus le faire de manière claire et précise. Ça, c'était le caractère unique de la dimension politique actuelle. Je termine sur les nominations, surtout des deux vice-présidents, parce que le gouvernement, il est tellement pléthorique que je n'ai pas l'intention d'en dire un mot là-dessus. Je ne peux souhaiter qu'un bon vent aux uns et aux autres. Bonne chance. C'est bien, vous avez gagné, bravo. Mais précisément sur les deux vice-présidents, je tiens à dire ceci. Monsieur Séraphin Mounouga, qui est un cousin paternel à moi, nous sommes tous les deux de Mwabi et de la Nyanga, mais ces liens familiaux n'ont aucune incidence politique ni aucun effet sur mon analyse qui se veut objectif. Je dis à Séraphin Mounouga, ben c'est bien. Vous êtes maintenant le vice-président de la République gabonaise, avec sa 5e République, il paraît. Bravo, félicitations. Mais nous savons que vous avez été mis là, non pas en fonction de vos compétences et de votre passé. Vous avez été mis là pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est le bradage du pétrole qui coule dans la Nyanga et au large de la Nyanga, la 5e province du Gabon. Et si les gens ont insisté sur le terme 5e province, c'est parce que la Nyanga est la province numéro 5. Vous êtes là pour faire subir à la Nyanga ce qui s'est passé dans le Haut-Ogooué, ou dans le Goué maritime, où on dit que le Goué maritime a produit du pétrole, mais on demande à voir. On sait que l'essentiel du pétrole de l'Ogooué maritime venait de Gamba, un district de la Nyanga qui a été détaché de la Nyanga pour être donné à l'Ogooué maritime. Qu'à cela ne tienne, nous sommes tous Gabonais. Mais quand on voit la 8e province du Gabon, il n'y a aucun développement là-bas. C'est la misère, c'est la drogue chez les jeunes, c'est le désespoir. La seule
Le seul investissement structurant que je vois, c'est la route qu'Ali Bongo a fait construire par les Chinois entre Port-Gentil et Omboué. Hein. J'espère que là aussi, vous n'allez pas donner un nom de je ne sais pas qui à ce pont. Parce que vous êtes capable de le faire. Parce qu'il faut être juste historiquement et reconnaître que même ceux qui vous ont précédé ont un peu travaillé. Donc, qu'ils soient des dictateurs ou pas, vous êtes là pour brader le pétrole de la Nyanga. Et vous avez corrompu les Ninois pendant votre campagne avec l'achat des consciences afin de les rendre responsables de l'abandon des principes, des valeurs et des normes de nos ancêtres où le Ninois, le Pounou et autres Balumbu, Mérier de la Nyanga, personne n'acceptait de se faire acheter ni par les colons, ni par le PDG. Vous avez fait des choses très graves, vous avez fait ce que vous avez fait, bravo. Vous êtes vice-président, mais nous vous voyons très clairement ce que vous venez là à cause du pétrole, pour les enrichissements illicites, pour enterrer le département de la Duini et pour détruire les derniers cantons de la Duini. Nous le savons parfaitement, parce que ça a toujours été votre travail depuis la mort bizarre de l'ancien ministre de la fonction publique, M. Patrice Diengui, qui fut votre mentor et qui est mort. Depuis les disparitions du général Athanase Zamba, depuis l'effondrement de la Duini, nous savons que vous allez enterrer les derniers cantons et ne laisser survivre que les gens qui sont sur la route de Mourindi, là-bas où sont nos parents aussi. Nous vous voyons très clair. Nous espérons juste que, à ce niveau de responsabilité, le Saint-Esprit va vous visiter et que vous allez renoncer à l'activité des ténèbres pour venir à la lumière. Oh Ijalal, pas l'okan. Pas l'okan. Sors dehors à la lumière. Cesse de marcher dans les ténèbres. Chers parents, Séraphin Moulunga. Nous savons aussi que vous venez là dans votre haine pour votre frère et cousin Ben Moubamba. Vous venez pour l'anéantir à Mouabi. Nous savons tout des activités que vous faites pour essayer de l'anéantir. Là aussi, vous devez revenir à la raison parce que vous ne pourrez pas l'anéantir. Si vous vous rappelez du conflit, du premier conflit qu'il y a eu entre vous et Moubamba, c'était les recalés du bac de 2013 ou 2014, 2013 en tout cas, 2500 élèves qui ne pouvaient pas passer le bac alors que vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Nous avons été obligés, Moubamba, secrétaire général de l'UPJ à l'époque, de soutenir les grévistes de la faim, les milliers de futurs bacheliers qui étaient empêchés de passer le bac par une réforme inique que vous avez inspirée au gouvernement d'Ali Bongo. C'est par cet acte de résistance qui a impliqué notamment les responsables catholiques, encore un problème entre moi et eux, que finalement, votre réforme a été abandonnée, les enfants ont passé le bac et beaucoup ont évolué dans la vie grâce à la résistance, au soutien de Ben Moubamba contre cette réforme que le monde a oublié, que les gens ont oublié pour ne retenir que les erreurs entre guillemets de Ben Moubamba, mais jamais ce qu'il a fait de bien pour le peuple gabonais. Au premier rang desquels, pour moi, cette réussite de l'empêchement de votre réforme à l'éducation nationale et qui bloquait les bacheliers de 2013. Espérons que vous allez changer et que vous allez abandonner la haine, vous allez abandonner l'esprit meurtrier, l'esprit pédégiste, règlement de compte, que vous allez tamiser vos comportements fraternels, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je souhaite aussi que le vice-président en charge du gouvernement, Barreau Chambrier, renonce à ce qu'il a fait en tant que pédégiste, à ce qu'il a fait en tant qu'opposant issu du PDG, allié de Nzubandama, et puis ceci, cela, alternance 2023, Ondo, ça.
nous voyons que ce sont toujours les mêmes acteurs qui ne font que tourner, changer de couleur comme des caméléons. Et puis on dit que c'est enfin notre essor vers la félicité. Je n'entrerai même pas dans les commentaires par rapport au gouvernement, qui est le même pratiquement que celui de la transition. Donc nous ne sommes pas là dans un renouveau des institutions. On n'a rien renouvelé. On a pris les mêmes pour que rien ne change. Je répète, on a pris les mêmes pour que rien ne change. Donc, mes chers compatriotes, laissez-moi juste résumer les 2 derniers points. Donc, la dimension intellectuelle de ce nouveau pouvoir, qui est un ancien pouvoir. En réalité, intellectuellement, ce nouveau pouvoir ne tient pas. Il ne tient pas pourquoi? Parce que nous l'avons vu au stade d'Angondjé, au nord de Libreville, lors de la prestation de serment. Nous l'avons vu, intellectuellement, on ne sait pas où situer ce pouvoir. Ce pouvoir qui a transmis la torche indigène, la torche de Prométhée, au général Doumbouya de la Guinée-Conakry, n'a pas l'air d'être un pouvoir libre. Il a l'air d'agir sous des commandes, sous une télécommande de gens que nous ne maîtrisons pas et qui sont dans les coulisses, qui sont derrière, qui ne sont même pas gabonais. Et c'est pour ça que intellectuellement, ça ne tient pas. Il y a comme une volonté de vendre le Gabon pour des motifs purement de pouvoir personnel. Parce que, si l'on observe bien, lorsqu'on entend dire que les intérêts pétroliers dans la Nyanga, dans la province dans laquelle on a découvert du pétrole en quantité incroyable, la part du Gabon ne serait que de 9%. Sans commentaire. Ça ressemble aux 10% que les Australiens auraient laissé au Gabon dans le contrat minier de Belinga, de la mine polymétallurgique. C'est-à-dire, chaque fois, on est dans des miettes. Comme ça s'est passé dans le Haut-Ogooué où on avait de l'uranium, on a encore du manganèse, mais il n'y a aucun développement du Haut-Ogooué ni du Gabon grâce à ce manganèse, grâce à cet uranium. Il suffit d'aller à Mwanda, à Mounana, à Franceville, à Bakumba, à Léconie, il n'y a pas de développement. Donc, tant qu'il n'y aura pas une lutte contre le mensonge économique du pays, qui consiste à brader les richesses du pays sans avoir une vision politico-économique par rapport au développement du pays, on est là dans un mensonge intellectuel. Et on n'oublie pas les derniers projets, l'arrivée du groupe Suez dans l'actionnariat de la Société d'eau et d'énergie du Gabon, la SEG. L'eau est tellement importante. Aujourd'hui, dans notre pays, la gestion de l'eau, c'est la gestion de la vie d'un pays. Parce que le monde a commencé dans l'eau. Ceux qui contrôlent votre eau contrôlent votre vie. Vous pouvez passer des semaines sans manger, mais vous ne pouvez pas passer plus de 2 ou 3 jours sans boire. Et cette eau doit être de la meilleure qualité possible. Elle ne doit être infectée ni par des germes, ni par des produits chimiques. Il y a un silence total sur la gestion de l'eau et de l'énergie au Gabon. Évidemment, nous ne sommes pas contre l'arrivée d'actionnaires étrangers, mais ça doit être fait dans la transparence et sur la base d'appels d'offres qui sont crédibles. Il ne s'agit pas seulement de prendre l'argent de ceux qui payent la ECG et de financer d'autres pays avec, comme ça a été le cas sous Veolia, où l'argent de la ECG servait à d'autres opérations internationales. Pourquoi avez-vous peur de la transparence? Pourquoi n'y a-t-il pas eu en 19 mois une réforme de la Société d'eau et d'énergie du Gabon, y compris de son actionnariat? Et c'est ici qu'il faut s'inquiéter
de la nomination du PDG de la BGFI au gouvernement. Il faut s'en inquiéter. Qui va prendre la main de la BGFI? Le seul qui pouvait gérer cette banque correctement était Henri-Claude Ohima. Mais j'espère que c'est Jean-Pierre Ohima dont j'ai entendu le nom au gouvernement, et non Henri-Claude Ohima. Qu'est-ce qu'il va faire au gouvernement? Il est à la tête d'une institution bancaire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui fonctionne très bien. Pourquoi vous l'enlevez de la BGFI? Si c'est le cas, j'espère avoir mal entendu, pour le mettre au gouvernement. Qui allez-vous mettre là-bas? Quelles sont vos intentions? En réalité, intellectuellement, nous nageons dans le vide. Nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas à qui le Gabon est en train d'être vendu. Que ce soit dans le cas de la SEG, que ce soit dans le cas de la BGFI, que ce soit dans le cas de la Delta Synergie, il y a, qu'on le veuille ou non, malgré les erreurs, malgré les problèmes qu'il y a eu dans le pays, il y a une base économique à réformer correctement, mais il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, parce que Paul est votre parent. Et ça continue, et on détruit le peu d'actifs financiers que nous avons, comme vous avez fait avec le Fonds gabonais pour l'investissement stratégique. Vous avez chassé un technocrate brillant que vous êtes allé recruter à l'étranger, et vous l'avez remplacé par un voyou, un menteur, quelqu'un qui trichait avec ses diplômes, pour la simple raison que c'était un fan. Et vous avez déstabilisé le Fonds gabonais pour l'investissement stratégique, le FGIS. Vous êtes tout le temps en train de jouer avec les instruments de la gouvernance, et il y a un manque de vision, ce qu'on appelle la vision des essences, c'est-à-dire une intuition intellectuelle pour dire voilà où nous devons aller, voilà l'intérêt supérieur de la nation, voici les décisions que je dois prendre au-delà de mes intérêts, au-delà de mes parents, au-delà de mes copains et des coquins qui me soutiennent. Voilà ce qui est inquiétant. Le niveau intellectuel de la gestion des instruments de la gouvernance au Gabon est très inquiétant, il est très bas. Et je suis très étonné que vous soyez entouré dans cette aventure où le niveau intellectuel est bas au Gabon, vous êtes entouré pourtant d'intellectuels brillants. Je ne vais pas citer leurs noms. Ce sont des gens instruits qui vous accompagnent, ce sont des hommes d'église, ce sont des religieux, ce sont des acteurs de la société civile qui manquent de courage et qui ont peur de dire la vérité. Voilà votre problème. C'est pour ça que vous êtes aveugle et sourd intellectuellement et vous n'avez pas la vision des essences de ce pays. Alors les gens vont dire, oui, il est jaloux, il est ceci. Mais non, moi, si je voulais me vendre, je me serais même vendu à vous. Mais je ne suis pas un vendu. La dernière fois que j'ai été au gouvernement, chacun sait que je suis peut-être un des rares, un des seuls ou un des rares à ne s'être pas servi sur la bête de l'État. Et pour cette raison, j'ai été condamné à mort au sein de ce gouvernement, au sein de ce pouvoir. J'ai retenu la leçon. J'ai retenu que le PDG ne partage jamais le pouvoir et il n'écoute jamais les bonnes intentions, les meilleures volontés possibles. Il ne pense qu'avec son cerveau reptilien, c'est-à-dire la partie matérialiste du cerveau, la partie la plus basse du cerveau, celle qui ne comprend rien à rien et qui ne pense qu'à survivre, qui ne pense que petit moi. Même si je meurs tel que je suis, et je ne mourrai pas tel que je suis, je n'ai pas de honte. J'ai combattu le bon combat, comme on dit dans Philippiens 2, je crois. J'ai achevé ma course et je n'ai pas perdu la foi dans le Gabon d'après, malgré tout ce qui se passe. C'est pour ça que je dis à celles de ceux qui me soutiennent, n'ayez pas peur, ne perdez pas la foi. Dieu, Jésus a vaincu le monde et il a déjà vaincu ce qui est mondain au Gabon. Dieu aime les gens, mais Dieu n'aime pas le mal, même s'il le laisse prospérer. Il sait pourquoi il le fait.
C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et je viens de vous dire sur le plan intellectuel en quoi consiste le mystère de l'iniquité sur le plan politique, le mensonge institutionnel, la concentration à travers la concentration des pouvoirs dans la main d'un seul, alors qu'on dit qu'on c'est enfin notre essor vers la félicité. Bon ben, d'accord, je me trompe peut-être, on va voir, allez-y. Et l'iniquité, elle est en même temps intellectuelle parce qu'elle est basée sur l'aveuglement et sur la surdité, l'absence de vision, le bradage, la vente en solde du Gabon, la poursuite de la destruction du pays par l'utilisation des instruments de la gouvernance dans un but qui n'a rien à voir avec l'essor vers la félicité. L'iniquité intellectuelle, le satanisme intellectuel, l'aveuglement, l'illuminisme. Je termine maintenant mon projet sur l'iniquité spirituelle que tout le monde a vu au stade d'Angondje. L'iniquité spirituelle consiste à se comporter comme des papillons de nuit qui sont attirés par la lumière d'un feu. Ça peut être une ampoule, mais ça peut être une torche indigène, et qui se précipitent, ces papillons se précipitent vers ce feu et ils y perdent la vie. Ce que nous avons vu au stade ressemble au comportement des papillons illuminés par la lumière d'un feu mystique et qui viennent se cramer et se brûler dedans. Et ils appellent ça la spiritualité, la mystique, les ancêtres, alors que ce n'est qu'une pure illusion et un aveuglement, encore une fois, de l'esprit quand l'esprit s'effondre sur lui-même. Donc, sachez que quand on donne la torche indigène, vous savez, ce n'est pas quelque chose que les Bantous ou les Gabonais ont inventé. C'est quelque chose qui est inscrit dans la mémoire du monde très ancienne. On appelle ça le mythe de Prométhée. Le feu sacré, c'est le feu qui a été dérobé par un dieu ou une entité dans le palais des dieux, dans l'Olympe. Et ce dieu-là, qu'on appelait Prométhée, cette entité, cet esprit, est venu donner ce feu aux hommes. Mais comme il avait volé ce feu, il ne l'avait pas fait en toute honnêteté, les puissances divines ont très mal pris cela et ils l'ont condamné à être crucifié sur un rocher et un aigle devait dévorer, jusqu'à maintenant, le foie de cette entité est dévoré tous les jours. Ça recommence, un éternel recommencement pour que rien ne change. C'est le mythe de Prométhée et qui a ses propres bases aussi en Égypte ancienne, mais ça, il faudrait dans ce cas vous parler du soleil de justice et de vérité, la course du soleil pendant 12 heures de jour et 12 heures de nuit, mais je ne vais pas entrer dans ça parce que c'est un peu compliqué, ça demande toute une conférence. Mais la lumière de Ra, qu'on appelle aussi le feu de Prométhée, a été donnée par les entités aux hommes, aux humains, afin de les aider dans leur pauvreté, mais en aucune manière, cette lumière ne doit être utilisée pour de mauvaises causes, pour du mensonge, pour du satanisme, pour de la tromperie, ou pour des jeux, que les Pounous appellent bingan. Parce que ce qu'on a vu le 3 mai, au stade d'Angondje, c'est un jeu. On a en effet vu un ancien porte-parole du PDG s'habiller des vertus de la thaumaturgie gabonaise, c'est-à-dire de la puissance relationnelle entre l'âme bantou et la nature ou le surnaturel pour justifier finalement une iniquité spirituelle. L'iniquité spirituelle est un mensonge lorsque les gens s'habillent des apparences de la spiritualité, en fait, pour servir des intérêts bassement matériels tels que l'argent, le pouvoir, l'avoir,
le faux savoir, la fausse connaissance. Vous avez entendu au début de cette émission la fausse connaissance, chantée par notre mère Patience Davani, la connaissance. Il faut qu'au Gabon, les acteurs qui sont dans l'iniquité spirituelle reculent. Sinon, ce pays n'avancera jamais. Vous ne pouvez pas vous être baigné dans des bassines remplies de sang humain sous X ou Y président et prétendre aujourd'hui que vous représentez le renouveau du pays. Vous l'avez fait. Vous avez égorgé des enfants. Vous avez tué des gens. Vous avez bu du sang humain. Vous avez mangé la chair humaine. Vous avez invoqué des démons. Vous n'avez respecté aucune loi morale, aucune vertu. Vous ne pouvez pas représenter le renouveau dont le pays a besoin parce que ce renouveau, il doit être basé sur le respect d'un certain nombre de principes. Ce n'est pas des principes qui ressemblent à la panthère que vous avez exhibée, à la lance que vous avez donnée, à l'appel à la guerre, à la tuerie que vous avez exprimée. Parce que la lance, c'est la griffe de la panthère. Et c'est avec cette griffe qu'elle vous déchire le corps. Et la panthère, elle vous dévore, elle lappe, elle boit votre sang. Et c'est ça le renouveau du pays. Et c'est ça l'essor vers la félicité. C'est ça votre mystique. Que faites-vous de la beauté, du soleil, de justice et de vérité? Et vous venez nous montrer des totems de tuerie, de lances, de griffes, de la panthère, de dents, de méchanceté, et vous menacez les gens dans un stade que quiconque machin, qu'il meure. Mais ça veut dire que vous n'avez pas la souveraineté, vous n'avez pas la tranquillité, vous n'avez pas la justice et la vérité avec vous. Vous êtes en train de mentir, c'est une iniquité. Parce que si vous étiez serein, dans votre pouvoir de 94%, vous n'auriez pas besoin de menacer les âmes avec des entités militarisées de la terreur des âmes, telles que les panthères, telles que les lances. Vous seriez plein de sérénité en mondiovision devant la face du monde que vous êtes non seulement légal, mais vous êtes légitime. Donc, à partir du moment où vous organisez des cérémonies au stade soi-disant traditionnels, mais qui sont basés sur la menace, la mort, la tuerie, la lance, la griffe de la panthère, les dents, la bouche de la panthère, Bélébenze, la bouche de la panthère, la gueule de la panthère. Mais ça veut dire que vous manquez de sérénité, vous manquez de sagesse, vous êtes obligé de menacer, vous êtes dans l'iniquité, parce que ce sont les démons qui menacent. Les démons menacent. Les démons n'ont pas la paix, les démons cherchent juste à tuer, à écarter, à torturer les gens, à les diviser, et à en faire des êtres qui ne vivent pas dans la paix, qui ne sont pas dans la tranquillité, qui sont des gens qui sont comme menacés en permanence. Donc, aujourd'hui, je dénonce devant la face du monde le comportement des entités qui sont toujours aux commandes au Gabon, à qui on a donné les vice-présidences, les postes au gouvernement, et demain les directions générales, les directions centrales, l'armée. Mais je vous dis une chose, Monsieur le Président Oligui Nguema, personne n'est jaloux de vous. Personne parmi ceux qui croient dans la justice et la vérité n'est là pour vous contester. Mais tant que vous n'aurez pas rompu avec le mal, avec l'iniquité, avec le mensonge, vous ne serez pas légitime. On ne peut pas vous suivre parce qu'il faut faire plaisir à X ou Y. Je vous demande, vous êtes déjà là, mais vous n'êtes pas assis. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas assis. Et c'est ici que je vous regarde en me souvenant des paroles que le défunt Casimir Oyemba m'avait dites. Une fois, il est venu me voir à Paris. Il m'a conseillé par rapport à l'Union nationale et il m'a dit, Ben, je veux te dire une chose. Souviens-toi toujours de ça. Tout le monde veut être président. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut s'asseoir sous le fauteuil présidentiel. Pourquoi?
Parce que sous le fauteuil présidentiel, il y a un feu. Et ce n'est pas tout le monde qui peut supporter le feu là. Parce que c'est un feu qui te rentre par la Kundalini, par ton chakra, ton premier chakra des racines. Quand ça te pénètre par le bas, si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas t'asseoir là. Si tu n'as pas été choisi. Donc moi, tout ce que je peux dire à notre frère président, Oligui Nguema, je vous rassure, attention, nous on n'est pas là pour être contre vous, mais on n'est pas là non plus pour vous soutenir parce qu'on veut des postes, parce qu'on veut l'argent. Tout le monde ne fait pas, tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a qui sont comme ça, mais il y en a qui ne sont pas comme ça. Donc, je vous encourage, Monsieur le Président, à réfléchir à cette triple obscurité dans laquelle vous êtes et qui est très mauvaise. Une obscurité politique basée sur l'aveuglement et la surdité, donc l'absence de vision et d'écoute. Une obscurité intellectuelle basée sur la mauvaise manipulation des instruments de l'État, des instruments de la gouvernance de l'État, ce qui nous amène à la vente soldée du pays. Et cette troisième iniquité, qui est une iniquité spirituelle, parce que vous vous comportez comme un papillon de nuit attiré par la lumière d'un feu, parce que vous êtes entouré de gens qui ne sont pas honnêtes, qui sont des gens qui vous attirent vers le feu de l'enfer. Je ne sais pas si vous aurez suffisamment de force pour comprendre et écouter la parole de vérité, d'autant plus que vous êtes entouré de religieux menteurs, prestigitateurs, de gangas bizarres, qui vous proposent toujours des choses qui ont été faites mais qui n'ont jamais fonctionné. Et donc, Monsieur le Président Oligui Nguema, vous êtes le président légal, certes, mais vous n'êtes pas le président légitime. Je vous prie vraiment de tout faire pour que les erreurs que vous avez accumulées depuis le 30 août 2023 cessent, afin que vous ne soyez pas victime des menteurs qui ne font que vous emmener sur des chemins qui ne mènent nulle part. C'est pas bon. C'était Ben Moubamba qui vous parlait donc le 5 mai 2025. Et je finis donc ce propos en vous remettant du Patience Dabani, dont je ne suis pas très fan, mais c'est pas mal parfois ce qu'elle a fait. C'est avec la connaissance qu'on termine ce direct d'aujourd'hui. Bonne chance, Monsieur le Président, avec vos vice-présidents et votre gouvernement. Toi. La connaissance. Toi. La connaissance. Au Togo, hein? La connaissance. La connaissance. La connaissance.